Bonsoir à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour présenter ce formidable outil de connaissance de soi et d'évolution qu'est l'énéagramme. Il s'agit d'un modèle d'exploration de la personnalité humaine qui distingue 9 types de personnalités principaux, énéa signifiant 9 en grec. J'ai déjà consacré une vidéo à chacun de ces types. Ici, je vais rester sur une présentation générale de cet outil, en abordant notamment les questions que je rencontre le plus souvent quand je parle de l'énéagramme autour de moi. Vous avez peut-être remarqué que vous aviez des envies, des humeurs, des craintes que vous ne choisissiez pas et qui avaient un grand impact dans votre quotidien sur vos comportements et vos relations. Vous vous êtes peut-être déjà demandé d'où venaient ces mouvements intérieurs et surtout, est-ce qu'il y a une cohérence, une logique qui permet de les comprendre et de les faire évoluer ? Eh bien, l'énéagramme est un outil qui accompagne dans l'exploration des rouages inconscients de notre personnalité en distinguant 9 types de fonctionnements principaux. C'est une sorte de carte qui permet de prendre du recul sur nous-mêmes pour mieux se repérer dans notre paysage intérieur. Ou alors c'est comme ouvrir le capot de notre voiture pour mieux comprendre comment elle fonctionne, comment elle avance. Voici une première question qui se pose souvent quand on aborde l'énéagramme. Si nous sommes tous uniques, est-ce qu'il n'est pas trop restrictif de définir 9 types de personnalités ? Ma réponse, d'abord, il s'agit de familles de personnalités, qui n'excluent pas les nuances individuelles qui font l'unicité de chaque personne. Ensuite, c'est un système complexe qui fait de nombreux liens entre ces familles ou ces types, ce qui fait qu'on n'est jamais d'un type sans être du tout d'un autre. On a tous un type dominant et des emprunts plus ou moins forts aux autres types, répartis de façon unique et originale. Enfin, ces types de personnalités définissent des motivations et non des comportements. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de ce qu'on fait dans la vie, mais de pourquoi on le fait. Par exemple, si on a besoin de liens affectifs, ça c'est la motivation, bien on peut rendre service à quelqu'un, appeler un ami, taper du pied pour qu'on nous entende, se plaindre. Voilà autant de comportements différents qui peuvent provenir d'une même motivation, la recherche de liens affectifs. Sur les comportements, on est tous très différents et ça peut changer beaucoup au cours de la vie. Mais sur les motivations, on trouve plus facilement des racines communes entre les humains. Une autre question qui se pose souvent, est-ce que l'énéagramme finalement ne nous enferme pas un peu plus dans nos fonctionnements avec un schéma de nous-mêmes qu'on devrait accepter de manière défaitiste ? Et derrière cette question, peut-on vraiment changer ? Je fais souvent un parallèle avec le corps, en considérant la personnalité comme une sorte de corps psychologique. Est-ce que, quand vous découvrez le fonctionnement de vos organes ou la taille de vos jambes, vous vous sentez plus enfermé qu'avant ? Certaines personnes diront oui, en particulier si elles n'aiment pas ces découvertes. D'autres diront au contraire que cette nouvelle connaissance de leur corps leur permet de mieux le mettre en valeur, mieux vivre avec et mieux l'accompagner dans l'évolution de la vie. Finalement, c'est votre regard sur vous-même qui vous enferme ou vous libère. D'autres personnes refusent même l'idée que nous ayons une anatomie psychologique, une personnalité dont le fonctionnement puisse être décrit par un outil extérieur. On préfère être sans limite, libre et imprévisible. Bien, l'énéagramme nous invite à aller chercher cette liberté un cran plus loin. Accepter notre conditionnement pour pouvoir ensuite l'apprivoiser, en faire notre partenaire d'évolution. Tant qu'on n'a pas conscience de son corps, on peut avoir l'illusion d'une grande liberté, mais on se cogne souvent au meuble. Et en plus, on ne peut pas y faire grand-chose parce qu'on n'est même pas conscient de ce corps qui se cogne au meuble. En général, on accuse les meubles. Certes, on ne change pas de type de personnalité comme on ne change pas de corps, mais on peut le faire évoluer dans une certaine mesure et si on prend soin de lui, on peut l'aider à s'épanouir. En tant que cartographie de la personnalité humaine, l'énéagramme permet aussi de comprendre d'autres types de fonctionnement que le nôtre. Et ça, c'est très utile. Dans une optique de développement relationnel, que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en entreprise, cet outil permet de mieux comprendre les autres et mieux interagir avec eux. Attention toutefois à l'utiliser avec précaution et ne pas stigmatiser les gens en disant par exemple « Ah bah toi t'es bien un 8, hein. La douceur, tu connais pas ». Sinon on dénature l'énéagramme. S'en servir plutôt pour se connecter à l'autre sur ce qu'il est en train de vivre.
Et gardez à l'esprit qu'on ne connaît de l'autre que ce qu'il nous donne à voir, et que les motivations, et donc le type, sont souvent très difficiles à percevoir derrière les apparences. Cet outil n'a pas le monopole des grilles de lecture psychologiques. Des auteurs comme Freud, Jung et beaucoup d'autres ont inventé d'autres modèles qui ont chacun leur intérêt particulier. Mais je trouve dans l'énéagramme certaines qualités spécifiques qui le rendent d'après moi plus intéressant. Premièrement, c'est une typologie en 9 éléments. 9, c'est un nombre qui est assez grand pour rendre compte suffisamment des nuances entre les personnalités, et c'est un nombre qui est assez petit pour que l'outil soit facilement accessible à tous et pas seulement aux psychologues. Deuxièmement, l'énéagramme est basé sur des motivations, la racine des mouvements intérieurs, plutôt que sur des symptômes comportementaux. Et ça le rend diablement efficace. Il offre une compréhension profonde de soi-même et des autres, qui est très éclairante et qui permet rapidement de trouver des pistes d'évolution. Troisièmement, l'énéagramme fait un lien entre l'exploration psychologique et la quête spirituelle. Par quête spirituelle, j'entends le questionnement « qui suis-je » par rapport à moi-même, aux autres, au grand tout, pourquoi tout ça et où ça mène. Si vous ne vous posez pas ces questions, c'est ok, et l'énéagramme a quand même beaucoup de choses à vous apporter. Mais si vous vous les posez, eh bien sachez que cet outil peut vous accompagner sur ce chemin. Une autre question, d'où vient l'énéagramme ? Du point de vue de l'historique, l'énéagramme a la particularité de ne pas avoir d'auteur. C'est une sagesse ancestrale qui vient des traditions orales de diverses cultures et qui a été largement diffusée et développée dans la seconde moitié du XXe siècle suite à l'établissement de liens avec les manuels de psychologie occidentale. Aujourd'hui, il a fait ses preuves et on l'enseigne aux États-Unis dans des grandes écoles de psychologie. En Europe, il se développe de plus en plus et on le retrouve déjà au cursus de grandes écoles ou dans des recueils d'outils de management. Je vais vous emmener maintenant faire un petit tour d'horizon des 9 types de fonctionnement en m'arrêtant simplement sur le moteur de chacun. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai consacré une vidéo à chacun de ces types et je vous encourage à aller les voir si vous voulez poursuivre l'exploration. Le moteur, on peut l'appeler aussi la motivation première. Qu'est-ce que nous recherchons au fond quand nous agissons ? Beaucoup de choses sans doute. Mais si on voulait en trouver la racine profonde, le point commun à toutes nos motivations, en un mot, qu'est-ce que ce serait ? Une petite parenthèse ici, trouver un mot pour englober autant de choses est un travail ambitieux et j'ai conscience que nous ne donnons pas tous exactement la même signification au mot. Mais j'ai quand même tenu à faire ce travail et à vous le présenter parce que je pense qu'il peut donner des fruits et je vais préciser chaque mot d'une petite phrase pour qu'on soit à peu près d'accord sur leur signification. Voici donc les 9 moteurs. 1. La justesse. La sensation que tout est bien à sa juste place, que les choses sont légitimes et bien ajustées. 2. L'amour. Le sentiment d'affection, de reconnaissance et d'attachement réciproque. 3. L'accomplissement. Le sentiment d'accomplir et de s'accomplir et de sentir sa propre valeur. 4. L'identité. Se sentir être en connexion avec soi-même et en accord avec sa nature profonde. 5. La vérité. L'impression de saisir une consistance mentale qui soit pure, solide et durable. 6. La sécurité. Le sentiment de confiance profonde que rien ne peut nous renverser. 7. La liberté. Le sentiment d'être affranchi de toute fatalité et d'évoluer selon nos propres choix. 8. La maîtrise. La sensation de dominer son territoire, d'être maître sur son domaine. 9. L'harmonie. La sensation d'une atmosphère fluide où tout est bien ensemble. Vous pouvez voir comment chacun de ces besoins s'appuie sur les autres, et c'est ce qui fait la complexité du modèle. On a tous en nous ces 9 besoins, mais il y en a un en particulier sur lequel on a beaucoup de mal à faire des concessions. Chacun de ces besoins correspond à un sentiment récurrent de manque. Manque de justesse, manque d'amour, etc. Et c'est ce qui nous pousse à mettre en place des stratégies, souvent inconscientes, pour combler ce manque. Si votre besoin principal ne vous saute pas aux yeux, pas de panique, c'est normal. Percevoir les motivations derrière les actes demande beaucoup d'observation intérieure. Notamment parce qu'en avançant dans la vie, on a tendance à mettre en place des mécanismes de régulation qui peuvent brouiller les pistes.
D'autre part, cet exercice d'exploration est très difficile sans échange avec d'autres personnes, qui agissent comme des miroirs ou des références extérieures pour notre propre observation. C'est pour cette raison que je propose des formations interactives de groupe qui permettent de prendre un temps d'exploration personnelle accompagné par le groupe et le formateur pour une meilleure compréhension de soi-même et des autres. Je fais en sorte que l'énergie mobilisée ne soit pas seulement mentale, mais aussi corporelle et émotionnelle à travers des exercices ludiques et des méditations guidées. Le premier module, se connaître et comprendre l'autre, est basé sur une appropriation personnelle de l'énéagramme. Il se déroule sur 2 jours avec un groupe de 6 à 9 personnes dans une atmosphère bienveillante propice à ce cheminement. Vous pourrez trouver toutes les informations et vous inscrire sur uniliance.fr. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et bonne exploration intérieure.